bonjour. Oui, donc je représente, merci pour l'invitation. Déjà, dès qu'on parle de géothermie, c'est toujours très intéressant. Donc oui, je suis vice-président de la filière surface, donc celle que je parle aujourd'hui et demain. Et l'association est là pour, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait ce qu'on fait dans l'association. Et à côté de ça, l'association c'est à but non lucratif. À côté de ça, je suis directeur de projet chez Accenta. Je vous ferai une petite présentation très brève, assez tronquée, mais c'est pas grave. En fait, l'association, elle est là, elle a été créée en 2010 sous l'impulsion de l'ADEME et du RGEM pour en fait faire un accompagnement de l'État et un accompagnement des acteurs qui sont sur le terrain, parce qu'on s'est rendu compte que il y a en fait la vraie difficulté de la géothermie, c'est de mettre toutes les compétences sur la même table quand on travaille, parce qu'il y a une compétence sous-sol, les forages, il y a une compétence surface pour la partie thermique des bâtiments, il y a des bureaux d'études, sous-sol, thermique, fluide, voilà, donc il y a beaucoup de compétences, et donc l'association elle a pour but, mais c'est pas une association de fabricants de packs, c'est pas une association de foreurs, c'est une association qui rassemble la totalité des acteurs. Donc la totalité des acteurs, c'est fabricants de pompes à chaleur, exploitants de réseau, foreurs, bureaux d'études, fluides, sur-sol, surface, l'État est avec nous dans l'assaut. Et l'émission, c'est de représenter évidemment, de fédérer les professionnels, parce que plus on est nombreux, plus on est puissant, il faut le dire, hein, c'est normal. Et surtout, ça permet de faire émerger toutes les solutions novatrices qu'il peut y avoir dans le métier, les difficultés qu'on peut rencontrer. Voilà, donc il y a vraiment un volet technique déjà de rencontre, et ensuite il y a informer les parties institutionnelles, porteurs de projet. Quand on y est informé, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui et ce que l'association aussi fait. Accompagner les pouvoirs publics, c'est-à-dire leur montrer les remontées terrain, qu'est-ce qui se passe en matière de réglementation, législation. Donc on a évidemment un volet politique avec eux. Et puis valoriser, exporter, parce que c'est pas que la France, hein, on exporte le savoir-faire français, il faut l'exporter dans d'autres pays, parce que voilà, la géothermie, l'histoire du CO2, c'est pas que la France, c'est tout le monde. Donc c'est pas qu'une solution française. Voilà. Donc c'est ce que j'ai expliqué. En fait, on est sur tous ces cadres réglementaires, qualifications. Par exemple, il y a 4 ans, on a créé les qualifications RGE au niveau de l'OPQBI, donc pour les qualifications des bureaux d'études et pour le sous-sol surface, les qualifications qualiforage. Donc le métier, il est très très bien encadré. On est sous la loi d'ailleurs. Le premier texte, c'est un décret GMI. Ce décret, il encadre complètement la géothermie depuis 5 ans aujourd'hui, même s'il est encadré déjà avant, mais là, ça a vraiment fixé les règles pour tout le monde. On a des groupes de travaux et d'expertise avec tous les adhérents et même extérieurs à l'association sur plein de sujets. En ce moment, on entend parler de la RE 2020, donc la nouvelle réglementation qu'on va avoir au 1er janvier 2021. La géothermie dedans, elle est pas très très présente. Ouais. Donc on est en train de travailler avec les groupes de travaux, notamment de la DHUP et de la DGEC à l'État, pour rendre, notamment pour le 15 septembre, notre copie. Voilà, vous avez pas mal d'outils aussi sur l'association qui permet d'appréhender. On fait pas mal de guides et d'ouvrages. On vient de remettre à jour les tarifs, le coût d'une géothermie, donc il est sorti là au mois de septembre. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement sur l'association. On a des guides aussi qui sortent régulièrement et qu'on remet à jour. Voilà, je passe tous les partenariats qu'on peut avoir. De toute façon, vous aurez des supports. Alors la situation de la filière géothermie, elle n'est pas très réjouissante depuis des années. En fait, on a une progression si on regarde effectivement le nombre de mégawattheures, parce que de toute façon, on pose de la géothermie tous les ans, donc le chiffre ne peut qu'augmenter. Par contre, si on regarde le nombre de pompes à chaleur vendues, que ce soit dans le particulier ou le tertiaire, il est vraiment aujourd'hui extrêmement bas. On est passé en 10 ans sur la filière du particulier de 20 000 pompes à chaleur à 2500. Donc on a divisé par 10, grosso modo, le nombre d'unités vendues. Le chiffre est stagnant depuis maintenant 2 ans. On pense qu'on est en bas du trou. Je ne vois pas comment le particulier va remonter aujourd'hui, je vous parle très honnêtement, avec les systèmes d'aide qu'il y a aujourd'hui. Ça va être très compliqué. Donc on travaille avec l'État. Je vous annonce un petit scoop sur les nouveaux crédits d'impôt qui ont été changés.
Les déciles, ça va parler à quelques-uns dans la salle, les déciles 9 et 10, c'est-à-dire ceux qui gagnent le plus d'argent, en fait, étaient exclus du dispositif. Avec l'AFPAC, on a réussi à refaire rentrer, ça y est, le décile 9 et 10, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ces gens-là aussi font partie des capacités à investir. Si eux, on leur exclut du dispositif, eh bien, voilà. Donc ils vont le rentrer. Donc aujourd'hui, du décile 0, enfin du décile 1 au décile 9, tout le monde aura droit au crédit d'impôt. Voilà, avec un niveau différent, mais tout le monde y a droit. Donc ça va rentrer dans la loi de finances pour l'année prochaine. Décret tertiaire, j'ai voulu faire un petit slide sur le décret tertiaire, puisque aujourd'hui c'est la journée pour les élus. Ça va changer quand même la donne. Jusque-là, il n'y avait pas d'obligation. À partir du 1er janvier, enfin à partir du 30 septembre 2021, donc l'année prochaine, c'est demain matin, il va y avoir une obligation de télédéclarer vos consommations. Et donc, c'est pas les télédéclarer sur un fichier Excel, c'est les télédéclarer sur un site d'État et avec un engagement sur la consommation que vous avez pour 2010. Il faut choisir une année de référence entre 2010 et 2020. Cette année sera de référence et il faudra que d'ici 2030, 2040, 2050, vous arriveriez à 60% de moins que cette consommation. Et tous les ans, il va y avoir un relevé déclaré qui rentrera comme les déclarations d'autres, comme nous, particuliers, des déclarations d'impôts. Et voilà, les élus déclarent beaucoup de choses. Donc ça va changer la donne. Sachez qu'il y a pas mal de sociétés qui sont en train de se positionner pour amener ce service pour les élus. Et c'est pour tout bâtiment qui fera plus de 1000 m². J'ai fait qu'un extrait de la loi, là, mais si vous voulez plus de renseignements, l'association, on va faire aussi un document spécial élu pour expliquer en fait les mécanismes. En fait. Alors c'est un vrai engagement le décret tertiaire, parce que si on n'atteint pas l'objectif, en France on aime bien les taxes, mais il va y avoir effectivement des pénalités sur les objectifs suivants. Évidemment, je pense que l'État est assez intelligent aussi. Si la personne, le bâtiment arrive à 2% des objectifs ou à 40% des objectifs, le traitement ne sera pas tout à fait le même, j'espère. On a sorti un petit guide à l'association aussi qui est un peu à l'usage effectivement des élus. C'est une si bonne raison de choisir la géothermie qui reste très simple sans rentrer dans la technique, qui permet de dire avec des mots non techniques de dire qu'est-ce qu'on va faire. Bon, c'est une facture énergétique maîtrisée, c'est une expérience environnementale. Enfin, je ne vais pas vous faire le listing, mais globalement, on a vraiment un petit guide que vous pouvez télécharger. Je crois que d'ailleurs, je ne sais pas s'il n'est pas sur la table, je crois. Bon, l'exemplarité, on en a parlé, c'est le dégagement de CO2. Toutes les études montrent aujourd'hui, de toutes les sociétés ou de tout le parc, l'État, que la solution géothermie va être une solution incontournable dans la baisse de la décarbonation du pays. Donc ça, c'est aujourd'hui inscrit. D'ailleurs, dans la RE 2020, c'est inscrit de plus en plus en matière de décarbonation. Donc, on est vraiment sur une solution décarbonée. Bon, l'énergie locale contribue évidemment au déploiement des bas carbone. C'est vraiment une solution qui est demandée. Moi, je le vois, les maîtres d'ouvrage qu'on rencontre, de plus en plus, il y a la notion de carbone qui rentre de plein fouet dans le dossier, quoi. Donc, GMI, donc GMI, j'ai employé le mot, je ne sais pas si les gens connaissent, en fait, c'est la géothermie minime importance, c'est ce qui définit si ça sera facile ou moins facile de faire une géothermie. Et pour faire simple, en France, 95% du territoire, le voilà. Juste voilà, vous, la carte Occitanie, j'ai fait l'extrait de la carte, on est sur 97, allez, 92%, on peut faire de la géothermie sans avoir retour d'enquête publique, d'autorisation d'État, on télédéclare et on fait le forage. Voilà. Si vous êtes en zone orange, il faut l'avis d'un expert, hydrogéologue. Il y en a à peu près une quinzaine en France. Tous les dossiers qui sont passés en zone orange depuis 5 ans ont été transformés en zone verte suite à l'avis de l'expert. Si vous êtes en zone rouge, c'est pas interdit, c'est simplement qu'il faudra une autorisation d'État. Bon, pour des particuliers, on oublie, on ne va pas faire une enquête publique de 9 mois, ça coûte entre 30 et 50 000 euros, donc il ne va pas faire ça. Par contre, pour du bâtiment public et des bâtiments plus importants,
on va pas s'arrêter s'il y a, en tout cas, on va pas forcément s'arrêter si on est dans le régime rouge. Il faut le regarder, il faut regarder les tenants et les aboutissants. On va pas se mentir que la zone rouge, elle va être essentiellement le choix de dire go no go, il va être sur la surface à chauffer. Si c'est 2000 m², on va pas le faire. Si c'est 20 000, 30, 100 000, 200 000 m², on va pas s'arrêter à la zone rouge. Parce que le projet, c'est pas 9 mois d'enquête publique qui vont planter, qui vont arrêter le projet. Pas du tout. Un des choix aussi très importants, c'est le défi, on le voit aujourd'hui, il fait encore 32 degrés. Le froid rentre de plus en plus dans la composante des bâtiments. Et la géothermie a deux atouts, c'est qu'elle peut faire du froid actif comme n'importe quelle pompe à chaleur, pas forcément avec le même rendement parce qu'elle sera meilleure en géothermie, mais on peut faire aussi du géocooling, une technologie qui n'existe qu'en géothermie. Donc les deux ressources existent, enfin les deux solutions. Donc, et d'ailleurs, vous parliez d'îlots de chaleur, en ce moment l'État nous a demandé de faire à mémoire, entre guillemets, en tout cas une technique sur l'impact sur les îlots de chaleur en milieu urbain, et parce qu'il sait déjà que la géothermie sera une des solutions pour éviter de renvoyer du chaud dans la nature et plutôt le stocker dans le sol. Voilà. Et c'est pas négligeable en matière d'impact de température. Alors la technologie elle est prouvée, hein. On a tous les professionnels qui existent aujourd'hui, que ce soit en France ou en Europe, mais surtout en France. Les forages, ça dure extrêmement longtemps. Les plus vieux forages qu'on a en France, ils ont plus de 70 ans. C'est pas rare de trouver des forages qui ont 30 ou 40 ans partout, à peu près partout. Les pompes à chaleur, c'est des durées de vie d'une chaudière, hein, quasiment. Hein. On est sur entre 15 et 25 ans, c'est la moyenne classique. Et toute la filière est, comme j'ai dit, est qualifiée autour d'un système de qualification. Donc que ce soit les bureaux d'études, les pompes à chaleur, les foreurs. Voilà, donc tout ça est encadré, on ne va pas n'importe où. Qui dit norme, qui dit tout ça, dit évidemment assurance décennale, ça rentre tout à fait dans une solution classique, on n'est pas sur des solutions non reconnues. Alors j'ai fini pour l'association, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on fait, parce que justement c'est le lieu de rencontre et de dire, de se présenter aussi, qu'est-ce qu'on fait. Pour moi, Axanta, en fait, on est vraiment c'est une société qui a été créée, elle est assez jeune, elle a été créée à 4 ans. Elle est là pour décarboner les bâtiments, clairement, on ne fait que ça. Et dans le choix de la décarbonation des bâtiments, à l'origine, notre président, en fait, a fait le constat, suite à toutes les études qui ont été faites, le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que la géothermie est l'élément principal pour pouvoir faire le break et décarboner. En fait, on peut décarboner par du délamping, pour des relamping, mais en fait, on ne fait pas le break. Pour faire vraiment le break, pour dire on décarbone de 60-70% de bâtiments, la géothermie est vraiment en ligne de mire. La problématique, c'est qu'elle est plus chère. Tout le monde le sait, on ne va pas se mentir, hein, elle est plus chère, et c'est grâce aux aides aujourd'hui, essentiellement, qu'on arrive à faire des breaks et à revenir sur des taux de rentabilité. On utilise des systèmes de stockage géothermique couplés à de la prédiction de bâtiments. Alors on a 3 outils qui vont peut-être, enfin je ne dis pas peut-être, certainement intéresser plusieurs personnes dans la salle. On a un premier outil qui est Axanta Design qui permet de concevoir en fait des installations. On s'est rendu compte qu'il existe plein de logiciels pour faire les parties sous-sol, que ce soit en France ou en Europe. Il existe plein de logiciels pour faire la partie thermique des bâtiments. Ces logiciels de partie thermique n'ont pas souvent les composantes, voire très peu de composantes thermodynamiques, parce qu'elles sont axées historiquement sur des systèmes de gaz ou d'autres systèmes de technologie. Et il n'y a pas aujourd'hui sur le marché un système qui permet de faire la conception totale de l'installation. Donc on a créé ce logiciel qui est aujourd'hui utilisé par à peu près 200 bureaux d'études en France. En fait, c'est un logiciel qu'on va aux bureaux d'études qui sont intéressés par des solutions géothermiques et qui va leur permettre de faire de la conception. Axanta Pilote, derrière, ça suit les recommandations de design. En fait, c'est qu'on va installer un système de régulation sur place qui va permettre de faire piloter l'installation. Le chaud, le froid, le géocooling, l'eau chaude sanitaire, des appoints s'il y a des appoints, connecté sur plusieurs sources d'énergie, et qui va permettre donc de faire danser tout ça, mais il est surtout couplé à de la prédiction des besoins de thermique, parce qu'en fait, si on ne fait pas de prédiction, ça va être un peu plus compliqué, et vous allez comprendre pourquoi après. Et on a un outil qui est un peu à part de tout ça, qui est Axanta Insight, qui va intéresser surtout les élus qui ont un parc énergétique
et qui va pouvoir se connecter, se plugger sur n'importe quelle régulation, n'importe quel système, et on va pouvoir faire du data sur leur parc immobilier pour leur donner tous les indicateurs qu'on va pouvoir prendre et leur dire voilà où se situe votre bâtiment, celui qu'on a récupéré. Et d'une seule carte sur une région, on va pouvoir voir si tous les bâtiments sont ouverts ou pas, s'il y en a en rouge, s'ils sont en défaillance ou pas, quels indicateurs ils ont environnementaux. Et ça, c'est vraiment un outil qui, évidemment, piloté, qui a tout son sens avec notre Axenta Pilote, mais en fait, qui n'est pas géré il ne gère pas que notre système à nous. Le but est d'aller vers d'ouvrir le système à d'autres systèmes de régulation pour permettre aux élus de voir comment se comporte son parc. Alors quand je dis élus, c'est parce qu'il y a des élus aujourd'hui dans la salle, mais sinon, un chef d'entreprise qui aurait 10 chaînes de production quelque part dans la France, il est aussi intéressé de savoir ces indicateurs énergétiques, où est-ce qu'ils se trouvent, quoi. Donc ça, je vais le faire très rapidement. En fait, quand on veut concevoir un système de géothermie un peu plus intelligent, entre guillemets, ce qui va se passer, c'est que, quand je dis plus intelligent, c'est que je dis pas que la géothermie standard est bête, loin de là. La géothermie standard fonctionne très très bien. Simplement, on s'est rendu compte, et nous à l'association, en plus, on le voit de plein fouet, parce que, pour la petite anecdote, moi, ça fait 3 ans avec l'ADEME, avec qui, l'ADEME, c'est l'agence de la maîtrise de l'énergie en France, et on décortique les fonds chaleur de toutes les installations qui sont faites depuis 3 ans. Et quand on regarde en fait en détail les postes forage, les postes installation, les postes distribution, enfin tout ce qui rentre dans le cadre du chantier, on se rend compte que le coût moyen français, il est entre 1600 et 1700 euros du kilowatt posé. On a une fourchette basse qui arrive à 1200 et une fourchette haute qui arrive globalement à 2002, 2003. J'enlève les chantiers qui sont extrêmement chers, où il y en a 2 ou 3, j'enlève évidemment on fait des écarts typés. Mais la moyenne, globalement, elle se trouve entre 1600 et 1700 euros du kilowatt. Il ne faut pas se leurrer, à 1600 euros du kilowatt, s'il n'y a pas d'aide d'ADEME, ça va être compliqué de faire le break. Parce que par rapport à une énergie, je rappelle, enfin, si les gens ne savent pas le ratio, la solution de référence qui est la plus posée en France aujourd'hui, c'est la chaudière gaz avec des DRV sur le toit pour faire du froid. Ça coûte 700 euros du kilowatt. 700 contre 1700, 1000 euros du kilowatt. Un petit chantier de 300 kg, 300 fois 1000, ça fait 300 000 euros dans la balance. Donc c'est pas innocent. Si on veut faire ce break, en fait, quand on regarde tous les statistiques, enfin pas les statistiques, les prix faits en France, et je suis pas en train de dire que le forage est cher, hein. Le forage il a son prix. Les installations de géothermie, elles ont leur prix. Mais quand on regarde en fait la partie qui coûte le plus dans la géothermie, c'est la partie extérieure. C'est la partie captage qui coûte le plus parce qu'elle se rajoute par rapport à une autre énergie. Si on veut faire le break demain sur des installations, il faut arriver technologiquement à réduire à la maximum cette empreinte, en fait, ce capex, l'investissement côté sous-sol. Et il n'y a qu'une solution pour le faire aujourd'hui, techniquement, qui existe depuis 100 ans, c'est de stocker de l'énergie. Donc d'utiliser le sol pour stocker l'énergie. Si on ne le stocke pas, on est sur une installation de dimensionnement standard, et du coup, où la extérieure va coûter un peu plus d'argent. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas intéressant, parce que c'est ce qui se fait aujourd'hui, c'est ce qui se fera encore demain, mais on est dans un système de financement tel qu'il est aujourd'hui, toute proportion gardée, sans taxe carbone vraiment très forte, parce que si on a une taxe carbone très forte, ça change la donne. Du coup, le TRI va être complètement différent. Donc il faut bien, tous mes propos sont à mesurer en fonction de... Dans un an, je parlerai peut-être pas de la même manière. Mais c'est la tendance quand même. Donc qu'est-ce qu'il fait Axenta Design, en fait, il va calculer, là c'est un truc qui est vraiment très intéressant, parce qu'en fait, à gauche, vous avez le prix de l'installation. Et le code bleu, c'est d'aller chercher, le logiciel, il va chercher en fait l'investissement le plus bas pour couvrir les besoins du bâtiment. Et on se rend compte que si on fait rien, globalement, on est à 600 000 euros sur ce bâtiment. Et puis en fait, on va lui faire plein de calculs, d'itérations, et on va arriver à la fin à 377 000 d'investissement pour le client. On a divisé par 2 l'installation. Sachant qu'on couvre les besoins, la puissance est installée. Donc c'est un outil c'est pour ça que les bureaux d'études nous le prennent, parce qu'en fait ils commencent à voir que... Alors il y a ça aussi, on fait 3700 itérations en un quart d'heure, alors qu'un bureau d'études avec, nous on est 45 personnes. Moi je travaille avec une équipe de 20 ingénieurs, s'il faut faire ça, il nous faut 3 mois et demi pour le faire. 3200 modèles, c'est pas possible. Ensuite, Axenta Pilote, ça reste une régulation, comme on peut connaître en fait. Simplement, la différence, c'est qu'elle va être couplée à des serveurs extérieurs qui va permettre d'apprendre le bâtiment et de pouvoir faire du stockage.
c'est-à-dire de passer les pics, et tout ça est au but de réduire la partie extérieure des forages pour pouvoir diminuer l'investissement. Ça marche aujourd'hui très bien sur de la sonde géothermique, ça marche un peu moins bien sur de la nappe, parce que pour stocker de l'énergie dans la nappe, c'est un peu plus compliqué. Ça existe, hein, c'est faisable, mais aujourd'hui, à peu près... moi, je connais une société en France qui vient de dégager 14 millions d'euros de tests sur 4 ans sur de la TES. La TES, c'est le système de stockage pour la nappe. Donc 14 millions d'euros, c'est une première fois, c'est historique en France, qu'une société investisse autant d'argent sur des systèmes de captage géothermique. Donc on voit bien que c'est en train de bouger, hein. Bon, ça, c'est pour montrer un peu la différence entre nos modèles de prédiction et les modèles réels. En fait, on a très peu d'écart. Donc, en fait, on arrive vraiment à prédire ce qui se passe dans le bâtiment et ça va nous permettre de prendre des décisions pour démarrer les packs, pour les arrêter, pour stocker dans le champ de sonde, à quel moment on va le faire. Tout ça dans un but de réduire la longueur forêt, en fait. Et je finis par Accent Insight. En fait, là, c'est vraiment pour vous élus, ceux qui sont en charge de parcs. Par exemple, ça, c'est la ville de Roubaix qu'on fait depuis maintenant 4 ans. On est en train de signer un accord avec la ville de Bordeaux. En fait, sur la carte du territoire, il a ses points avec tous ses bâtiments, il a ses indicateurs qui lui permettent de voir où est-ce qu'il se trouve. Et en fait, cet outil va permettre aux gens qui s'occupent de l'énergie dans son département ou dans sa région ou dans sa commune, va lui permettre de sortir des graphiques, des emails automatiques, de sortir des rapports tous les mois pour voir où se situe son bâtiment, que ce soit dans le taquet énergie pure, consommation, mais aussi environnementale. Il va s'occuper, je vous en parlais tout à l'heure, des télédéclarations, il est en train de le faire. Donc en fait, pour faire les télédéclarations des bâtiments. Donc tout ça est un outil qui permet évidemment à un élu de voir et de suivre et de prendre des décisions. C'est une aide aussi à la décision qui va permettre de dire voilà, ça sort des rapports, on peut ressortir sur 2 ans, faire des constitutions de dossiers, de dire voilà, on prend une bonne décision ou on prend pas la bonne décision, quoi. Voilà. Bon, aujourd'hui, on est à peu près cette année, on fait 500 000 mètres carrés de bâtiments. Voilà, les clients qu'on retrouve, on travaille beaucoup avec des foncières promoteurs. D'ailleurs, le chantier, les systèmes de vente sont en train de changer. Avant, on voyait plus de maîtres d'ouvrage. On commence à avoir des investisseurs. Alors, c'est pas le cas pour des élus, mais on voit de plus en plus des foncières arriver parce que les foncières, en fait, le prix de leur bâtiment, il est lié aujourd'hui avec le green énergie. En fait, suivant comment le bâtiment est vert, son bâtiment vaut plus d'argent ou moins d'argent. Donc évidemment, les foncières sont de plus en plus demandeuses. Et puis les partenaires utilisateurs, bon, divers. D'abord, je ne l'ai pas présenté, mais c'est dommage, j'aurais pu présenter celui-là cet après-midi. On a fait un pilote à Olonzac, qui est pas très loin d'ici. S'il y en a qui veulent le visiter, ce sera possible directement là-bas. Moi, je suis pas obligé d'être là. Ça passe par la personne sera là cet après-midi, d'ailleurs, je crois, de l'Hérault. Là aussi, c'est une nouveauté, on utilise le stockage d'énergie avec les sondes géothermiques. Elles sont chauffées par un système qui s'appelle le Power Rod. C'est un développement qui a été fait par Eurovia. Nous, on est partenaire avec eux en accord cadre depuis maintenant 6 ans. On leur fait toutes les installations, en fait. Et en fait, au départ, le principe, c'était de déneiger la route. Eurovia, c'est le groupe de Vinci. Et Eurovia, ils font des routes. Et en fait, au départ, ils avaient des problématiques de déneigement. Dans le Doubs, dans certaines parties, des ponts qui ont l'habitude d'être gelés, qui sont problématiques. Et donc, du coup, ils ont inventé ce système. Ils ont déposé plus de 60 brevets, 10 ans de recherche. Et maintenant, ils sont aboutis, ils sont en phase de commercialisation depuis 2 ans. Et en fait, cette route, au départ, elle faisait que chauffer. Et ils se sont très vite rendus compte que, en fait, c'est pas des routes photovoltaïques. C'est un plancher chauffant dans la route, pour faire quoi. C'est des tubes qui sont à 5 cm sous le goudron. Et en fait, ces tubes, ils se chargent en énergie parce que le goudron est noir et donc du coup, il est plutôt chaud. Et cette chaleur, on la couple sur les BTS, donc sur le champ de sonde qui sert de stockage d'énergie. Et on vient réchauffer le BTS avec ça, donc la partie sous-sol, ce qui va nous permettre d'augmenter énormément les rendements des machines pour l'hiver prochain. Et ce qui nous permet, le fait qu'on recharge avec du solaire, c'est ce qui nous permet de réduire énormément la taille du champ de sonde. Voilà. À Olonzac, en fait, on a une machine de 40 kg, il y a 2 forages de 100 mètres. Voilà. Si on prend le calcul standard, il faut mettre 10 forages. Hein. Voilà. Donc, il a une exploitation depuis 1 an et demi sur Olonzac, et on est en train de faire les premiers relevés. Voilà. On peut passer. Et là aussi, ça peut vous intéresser, c'est devient officiel depuis 1 semaine. En fait, la problématique, comme je vous ai dit, en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est le financement en fait, qui pèse dans le poids.
Et on se rend compte que tous les systèmes partent de plus en plus en crème, c'est-à-dire en conception-réalisation, et que le maître d'ouvrage ne veut plus prendre entre guillemets de risque et délègue le risque à une société qui se monte en crème et qui fait la conception, études, réalisation, exploitation, maintenance. C'est le système de crème. Je pense que s'il y a des élus dans la salle, ils savent ce que c'est. Et en fait, on vient de créer un groupe aujourd'hui, Axanta, en fait avec Eren, le groupe Eren qui est dans l'énergie, qui est connu depuis très longtemps, IDEX qui est aujourd'hui le pendant de Dalkia globalement en France. Je pense que Dalkia parle pas à tout le monde. Et Axanta, et ça va permettre d'être de la conception jusqu'à la maintenance, jusqu'au financement. Donc on amène une solution, on est présent dans tous les pays, il y a 4300 personnes qui sont capables de travailler pour la géothermie. Voilà. J'ai fini. Voilà. Ça vous donnera des chiffres. En fait, ces systèmes, mais c'est un peu des chiffres aussi liés à la géothermie standard, je veux dire. On retrouve à peu près ces mêmes chiffres. On est à moins de 60% d'énergie, on a globalement 80% de émissions de CO2 à moins. Voilà, c'est des systèmes qui permettent aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas qu'une pompe à chaleur la géothermie, c'est vraiment un ensemble. Il faut regarder la partie sous-sol, la partie composante sous-sol et la partie PAC. Voilà. Merci, je suis plus qu'en avance. C'est bon. Merci, Monsieur Percebois. S'il y a des questions, pas de souci. On aura. Oui, bonjour. Le point sur lequel j'aurais souhaité un approfondissement, c'est le stockage de l'énergie. Mais en fait, deux technologies sur des sondes géothermiques. En fait, il existe deux technos pour pouvoir récupérer de l'énergie. C'est soit la géothermie que globalement tout le monde connaît quand elle connaît pas la géothermie, c'est-à-dire c'est mettre des sondes géothermiques dans le sol qui sont plus ou moins espacées. Globalement, la norme dit entre 8 et 10 mètres à peu près. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est entre 8 et 10 mètres. Et la profondeur, elle va dans le cadre de la GMI, elle va de 10 mètres à 200 mètres. Donc quand on dit GMI, ça veut dire que c'est un système déclaratif, c'est simple pour le maître d'ouvrage, il n'y a pas besoin d'attendre d'autorisation d'État. Quand on est dans ce critère-là, zone verte, de 10 mètres à 200 mètres et moins de 500 kW prélevés dans le sol, on est en GMI, c'est facile à faire de la géothermie. Mais on est espacé tous les 8 à 10 mètres, avec une profondeur qui va globalement de 80 mètres à 170 mètres, c'est ce qu'on retrouve en France à peu près parce qu'il n'y a pas beaucoup de forts à 200. Et cette géothermie-là, elle est globalement, le dimensionnement, il est calé vraiment sur ce qui va être installé au niveau de la chaufferie en pompe à chaleur. Parce que c'est en fait toutes les méthodos, que ce soit mathématiques, scientifiques, calcul, normes et tout ça, sont calés comme ça. L'impact de ça, c'est qu'il va falloir un certain nombre de sondes géothermiques pour alimenter les pompes à chaleur. Et le fait qu'elles soient espacées de 8 à 10 mètres font, mine de rien, sur des gros chantiers, peuvent prendre de la prise au sol, enfin elles prennent de la prise au sol, et on peut se retrouver sur certains chantiers embêtés. C'est pas une notion qu'il faut écarter, il y a toujours une petite étude à faire là-dessus, même si elle est rapide. Donc là, on est vraiment en lien avec la pompe à chaleur, c'est-à-dire en lien avec la production qu'on est en train de faire en surface. Le stockage d'énergie, ça s'appelle, on change de terme, c'est plus des sondes géothermiques, ça s'appelle un BTS. Donc c'est les Canadiens qui ont inventé ça dans les années 1930. C'est pas de hier. Et ce BTS, en fait, il travaille pas de la même manière. En fait, d'abord les sondes sont extrêmement rapprochées. Elles sont entre 2 mètres et 4 mètres. Donc déjà, on a moins d'emprise au sol. Elles ne sont pas forcément plus courtes ou plus longues. En fait, le calcul là, de la longueur va être fait sur ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut plus d'énergie chaud ou est-ce qu'on veut plus d'énergie froid? C'est pas un peu logique, il y a plus d'essence, plus c'est chaud. Voilà. Mais la petite différence, c'est qu'on va pouvoir le contrôler, la température. Alors qu'un BTS, une sonde géothermique, on la subit, la température, un petit peu. C'est-à-dire qu'on ne vient pas mesurer ce qui se passe trop à l'intérieur et venir, quand je dis mesurer, on peut le mesurer, on ne vient pas forcément changer le fonctionnement des pompes à chaleur pour venir influer la température du sol. Le BTS, lui, quand on calcule en stockage, on va venir volontairement influencer sur la température, la modulation de température dans le sol. Et on va, au-delà de ça, on va décider d'une charge de température, on fait une charge d'énergie en chaud, une extraction d'énergie en froid, qui fait que de fait, en faisant ça, on va avoir une modulation. Et cette modulation existe dans la géothermie standard avec des sondes. Dès qu'on prend l'énergie, on baisse la température, et dès qu'on réinjecte, on la monte. Simplement que là, on va utiliser le stockage. Le fait de stocker, de pouvoir maîtriser la température de ces sondes, on va pouvoir réduire de façon drastique la longueur forée. C'est-à-dire pour le même chantier, si on avait installé 100 kW de puissance de pack d'extraction, on va sur la méthode standard classique qu'on connaît depuis des décennies, on va tomber sur un nombre de mètres linéaires forés.
si on utilise en tant que BTS, c'est-à-dire on l'amène ce coup-ci comme en fait, il faut le voir comme une pile. En fait, on vient faire du stockage comme une pile. Le but, c'est qu'on veut que ce soit une pile rechargeable et qui se recharge tous les ans. Parce que le danger, c'est quoi en fait? C'est que sur un champ de son standard, c'est que soit on injecte trop d'énergie si on fait du froid, on réinjecte trop d'énergie, on monte en température. Et effectivement, tout le monde se réjouit au bord de la chaufferie pendant 2 ans, 3 ans. L'installateur, celui qui fait le suivi, il se barre au bout de 3-4 ans. Je fais un tableau un peu réel. Hein. Et en fait, le maître d'ouvrage, l'élu, il est avec cette installation et puis elle court cette installation. 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, elle court. Si tous les ans vous prenez 0,5 points de température sur le champ de sonde, dans 20 ans, on est à 40 degrés. Et en fait, on aura un super COP, mais si on fait du froid, on aura un froid qui va être cassé. Il va se casser la figure en rendement, le froid. Et puis, c'est pas un système pérenne, parce que si je reviens dans 70 ans, ça marche plus. Si au contraire, on tire trop d'énergie, on va le baisser en température, jusqu'à les températures négatives et aller jusqu'à un moment où on ne travaillera plus. Je prends des grossiers, mais c'est exactement comme ça fonctionne. Alors, par chance, les systèmes de calcul, et puis c'est pas par chance, les systèmes de calcul qui sont faits dans toutes les normes permettent de ne pas aller vers ces extrêmes, de rester dans une température moyenne. Et néanmoins que si vous injectez trop par rapport à ce que vous rejetez, dans tous les cas, il y aura une dérive du champ de sonde. De tous les cas. Le BTS, lui, comme on le calcule, et tous les systèmes de calcul aujourd'hui qui sont avec toutes les startups et les sociétés qui sont en train de monter sur les systèmes de BTS, en fait, la ligne de mire à l'année, de la température qu'on veut atteindre à la sortie, si nous on dit on veut atteindre 12 degrés 3 sur le BTS, à la sortie, il faut qu'on s'arrange pour sortir à 12 degrés 3 tout en ayant chauffé et refroidi le bâtiment. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on contrôle à chaque fois qu'est-ce qu'on rentre et qu'est-ce qu'on sort du BTS. Voilà. Et là, quand vous faites ça, vous n'avez pas tortillé, il faut connaître de la prédiction du bâtiment. Si vous ne connaissez pas le bâtiment, vous ne pouvez pas le faire. Parce que vous ne pouvez pas, à l'avance, savoir ce qui va se passer sur le bâtiment. Donc il faut du machine learning, de la conception de prédiction pour venir influencer sur la chaufferie. Moi, je prends un exemple, je peux très bien réchauffer mon BTS en plein hiver le 31 décembre. Alors que dans une géothermie standard, ça ne se fera jamais. On va réchauffer le BTS quand on sera en mode froid. Et là, non, parce qu'on sait que le 12 janvier, il y a un pic de froid qui va arriver, et pas qu'à ce moment-là le BTS va tomber en température, les champs de sonde aussi, on va commencer à préparer le BTS pour lui ramener de l'énergie parce qu'on veut remonter la température du BTS pour dans 10 jours passer ce pic. C'est un problème parce que l'eau que l'on réinjecte n'est pas la même que celle que l'on a pompée. Elle s'est chargée en ions métalliques, et notamment métaux lourds, avec l'inox, avec un certain nombre de choses comme ça. Et il ne faudrait pas que dans quelques décennies, les générations futures nous accusent d'avoir pollué de manière irrémédiable les nappes phréatiques. Alors, je réponds avec l'affirmative non, c'est totalement faux. Totalement. Je parle en tant que vice-président, c'est totalement faux. Dans un système de nappe phréatique par géothermie, effectivement, vous avez raison jusqu'à je prends l'eau dans la nappe, elle passe dans un échangeur et elle repart dans la même nappe. La loi sur l'eau dit qu'on doit réinjecter dans la même nappe. On est limité à 80 mètres cubes instantanés pour rentrer dans le cadre de la GMI du système déclaratif, ce qui fait 500 kW, c'est des belles installations. Par contre, l'eau, elle a obligation de ne pas rencontrer la lumière, elle est complètement fermée. On ne lui change aucune caractéristique physico-chimique de l'eau, aucune. On lui prend des degrés. On lui prend des degrés. On lui prend des degrés. Non, mais je vous assure, tous les tests, toutes les personnes qui font de la nappe, il n'y en a pas beaucoup en France, sont obligées de faire des relevés tous les ans physico-chimiques de l'eau. Et on peut affirmer aujourd'hui, depuis longtemps, qu'on ne change pas la qualité de l'eau. S'il y a une énergie qui est propre dans le système d'eau, c'est bien la géothermie. Hein. C'est sûr. Hein. Moi, je vous invite dans ces cas-là, je vous invite vraiment à appeler l'association. On vous met en relation avec des gens spécialisés du métier qui font des forages, mais des gros forages d'eau, hein, qu'on vous appelle des grosses installations qui on pourrait supposer qu'elles soient un peu plus sales que les autres, si on veut se parler vrai. Et vous demandez, globalement, les relevés, tous les relevés physico-chimiques qui ont été faits. C'est pas des relevés de température, là. C'est pas de dire elle est rentrée à 12 et elle est ressortie à 9. Non. C'est un relevé sur labo tous les ans. À passer une certaine taille, il faut le faire 4 fois par an. Enfin, c'est hyper surveillé, quoi. Hyper surveillé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un système déclaratif sur la loi sur l'eau, sur la géothermie. Parce que l'État sait qu'il n'y a aucun risque physico-chimique de l'eau. Sinon, il refuserait. Il dirait, l'agence de l'eau, elle dirait waouh, stop, arrêtez tout.
Arrêtez tout. On n'a pas le droit d'utiliser de cuivre, on n'a pas le droit d'utiliser de métaux ferreux, on n'a pas le droit. Tous les échangeurs doivent être en plaque inox 414. On est obligé d'avoir des matériaux neutres sur les remontées pour ne pas justement changer les caractéristiques de l'eau. Alors là, Merci. et ça représente. Mais je vois que vous n'êtes pas convaincu. Mais Merci, c'est pas grave. monsieur. Le Merci, but c'est monsieur. l'échange. C'est l'échange. Je pense qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire une dernière petite Ah, c'était pas une question. question. Bon, alors, allez. Pour 4 minutes. On a encore 3 minutes. Oui, 3 bonjour. minutes. Merci pour votre discours. Nous, on a un projet à l'ODEV direct. Alors, je vais vous poser une question très concrète. On a envie de faire géothermique parce que photovoltaïque et tout ça n'est pas possible. Non, mais c'est possible, mais c'est pas toléré par. Enfin, ça fait que on envisage de percer des trous. Est-ce qu'il faut de permission? Comment c'est la réglementation? Mais moi, je commande une entreprise pour percer des trous dans un terrain de 6000 mètres carrés, par exemple. Ah. Est-ce qu'il y a une réglementation et tout ça? Quoi? C'est très encadré. Oui, c'est très intéressant. Pour nous, c'est même vital. Nous, on est à peu près 16 foyers. C'est quand même une installation assez importante. La question, comment ça marche dans la pratique? Comment ça marche pour faire des trous dans le sous-sol en France? J'ai parlé du terme GMI. Je vais prendre 2 minutes. La GMI, c'est la géothermie de minime importance. Quand je dis GMI, c'est la loi. C'est une loi en France. C'est pas un décret, c'est une loi. La loi dit, elle s'appuie sur 5 décrets. Et la loi dit, quand vous êtes en dessous de 500 kW prélevés sur le terrain. Alors 500 kW, ça commence à faire des jolis bâtiments. Hein. Ça fait combien ça? Ça fait 20 à 30 000 m². D'accord? Donc si vous êtes en dessous de 20 à 30 000 m², vous rentrez dans le critère de la GMI. Ça, c'est le premier critère. Je pense qu'il y a un paquet de personnes qui vont être en dessous. Hein? Deuxième critère, il faut être en zone verte. Quelle zone on est? La petite carte que j'ai montrée. Cette carte est accessible sur le site géothermie.fr, qui est le site de déclaration du BRGM. C'est une donnée publique, elle est accessible à H24, elle n'est pas payante. Et là, vous cliquez sur vous allez taper la rechercher comme un GPS, et vous allez avoir une cartographie où vous allez avoir 3 couleurs. Est-ce que vous êtes en vert, en orange ou en rouge? 92% du territoire ici est en vert. Si vous êtes en vert, c'est le deuxième critère. Alors je dirais vert-orange hein, pour une mairie. Si vous êtes vert et orange, pas de quiétude, allez-y, vous pouvez foncer. En tout cas pour dire go, no go, est-ce qu'on va faire une étude des géothermies? Ça ne veut pas dire qu'on va faire la géothermie au bout, mais go, on y va. Voilà. Et le troisième critère, c'est la profondeur. C'est entre 10 mètres et 200 mètres. Il ne faut pas se faire d'illusions, tout le monde est en dessous de 200 mètres. On va être sur des forages à 100 mètres, 120, 130, 140, 150, 160, 80 mètres. On verra, l'étude le montrera. Il n'y a pas de profondeur définie. Si ces 3 critères sont réunis, de 10-200 mètres, zone verte orange, inférieure à 500 kg, vous êtes dans le cas de la GMI. Dans ces cas-là, déclaration sur le site de l'État. Pour faire court, le foreur va sur le site de l'État, déclare votre chantier, 48 heures après, il peut forer. Voilà. Il n'y a pas de règlement, il peut forer. Dernière question. Une très petite question. Très petite. Bonjour. De façon très, très bref. Donc, on est architecte. Et on avait une question pour les particuliers, parce que mine de rien, ça va représenter quand même justement la consommation, une consommation importante. Pour faire très simple sur le coût d'investissement, tout à l'heure vous avez parlé de 700 aujourd'hui, euros du kilowatt. Chaudière, voilà, justement. Oui, quand je dis ça, justement, c'est ce qui se fait plutôt chaudière, pompe à chaleur RR. Voilà. Une PAC RR, c'est ce qui se fait. On doit être aux alentours de 950, voilà. Un peu moins de 1000 euros. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, si je comprends bien, pour une maison, par exemple, de 100 mètres carrés, 10 kilowatts, on serait plutôt aux alentours de 16 000. C'est très, très grossier, ce que je dis. Plus au courant que moi maintenant, non? Ouais. Voilà. Après, Prix du particulier. Oui, mais globalement, je pense qu'une maison de particulier qui construit aujourd'hui, alors s'il construit aujourd'hui, il a très peu de puissance parce que les maisons neuves aujourd'hui, il y a très peu de kilowatts. Nous, j'ai reçu un mail il y a 2 jours sur une maison de 110 mètres carrés, c'était un forage à 45 mètres. Il y avait 3 kW et demi de puissance. Donc 45 mètres, ça fait, le prix moyen est à 60-65 euros, le mètre linéaire foré aujourd'hui. Donc même s'il est à 70, 7 x 4, 28, il y a 3000 euros de forage. Vous mettez une PAC de
qui va coûter globalement 10 000, 10 12 000, on est à 13 14 000, plus le plancher chauffant, on va être aux alentours, on va tourner entre 16 et 20 000, quoi, enfin, dans ces eaux-là, quoi. C'est sûr qu'on va être plus cher qu'une chaudière gaz, mais pourquoi? Ouais, mais après c'est des consommations, parce qu'une maison de 100 mètres carrés, elle va consommer même pas 100 € à l'année, quoi. Elle va consommer 80 € à l'année, celui qui va rien consommer. Moi, je suis chauffé en géothermie chez moi depuis 93 ans. J'ai des stands géothermiques depuis 1900. J'ai créé ma société de géothermie à cette époque-là. Je consomme 160 € pour une maison de 160 mètres carrés. 160 € à l'année, chauffage, eau chaude sanitaire. Et quand je plug la piscine, je passe à 250 €. Content, hein. Mon voisin, il est au gaz propane, lui, il a une maison de 130 mètres carrés, il consomme, comme il m'a dit, Oh, 1800. c'est 2000 ou 2500 par an. Enfin, bon. Voilà. C'est bon, s'il fait calcul, moi, mon installation m'a coûté 25 000 à l'époque. Lui, déjà, en 10 ans, il a consommé 25 000. Ça fait 15 ans qu'il est avec moi. Donc, il a déjà consommé 40 000 € d'investissement. Il l'aurait payé 2 fois son installation. 2 fois. Mais il continue. C'est la vie, ça, hein. C'est la vie. Alors,